Les souverainistes ne pèsent absolument rien dans les urnes, et c'est pourquoi ils sont absents des grands médias. Forcément, ils sont donc omniprésents sur les médias alternatifs que sont les réseaux sociaux. Et vous constatez notamment que Philippot, Asselineau et d'autres sont largement suivis et relayés. Un des arguments qu'un pro-européen comme moi peut rencontrer régulièrement dans ce contexte, sur les réseaux sociaux, c'est l'argument de « les Français ont voté non en 2005 à la Constitution européenne » ou « les Français ont voté non à l'Europe ». Et de vous sortir une carte où on voit la France avec le résultat 54,86% de non. Et ça devrait nous suffire. Voilà. Alors d'abord, rappelons que la pratique référendaire, pour être efficace, doit être fréquente, comme en Suisse, avec les votations. Lorsqu'on pose la question aux Français tous les 10 ou 15 ans, ils votent à côté. C'est-à-dire qu'ils votent sur d'autres considérations, on verra lesquelles. Je note également que les deux référendums sur l'Europe, Maastricht 92 et donc le TCE de 2005, ont été organisés par des présidents en second mandat, usés par le pouvoir et vers la fin de leur règne, si on peut dire. François Mitterrand, en 92, était au pouvoir depuis 11 ans. Jacques Chirac, en 2005, était au pouvoir depuis 10 ans. Ce n'est pas rien. Donc il y a aussi une impopularité des présidents d'exercice, et ça s'ajoute pour favoriser les rejets d'un texte. Alors évidemment, François Mitterrand, malade, avait réussi à sauver Maastricht de justesse, parce que Philippe Seguin, notamment, n'avait pas osé être trop virulent, et on peut considérer que Mitterrand, au bord de la tombe, a sauvé ce texte. Auquel il tenait réellement, d'ailleurs, il faut le dire. Quant à Chirac, il n'était pas tellement efficace pour le défendre. Alors, d'abord, première question. Pourquoi a-t-on organisé un référendum sur ce traité, alors qu'il n'y a pas eu de référendum sur le traité de Nice ou le traité de Lisbonne? On peut comprendre qu'il y ait eu un vote sur le traité de Maastricht, parce qu'il y avait l'euro. La monnaie nationale disparaissait, donc c'est quand même quelque chose d'important, et c'est logique que les Français soient consultés. C'est-à-dire les Danois ont été consultés, ils ont refusé. Bien. Et ensuite, avait-il besoin d'en faire un autre? Quand vous lisez une constitution réellement, celle de 58 par exemple, vous comparez avec le traité de 2005, ça n'a absolument rien à voir. Il aurait fallu une constitution européenne s'il y avait eu un État européen à créer. C'est absolument pas l'intention des promoteurs de ce texte. Au départ, il y a une pseudo-convention autour de Giscard qui a été organisée, et le but c'était en fait de faire la synthèse des traités antérieurs. Il n'y a rien de constitutionnel là-dedans. Alors, pour faire croire que c'est une constitution, alors que c'est un gadget, on veut, entre guillemets, constitutionnaliser quelques symboles comme le drapeau européen ou l'hymne. Bon, c'était pas dérangeant d'ailleurs. Voilà. Mais le contexte aussi explique pour beaucoup le refus des Français. Comme je l'ai dit, d'abord, la pratique référendaire, lorsqu'elle est rare, amène les gens, les citoyens, à voter sur des questions non dites, donc sur la popularité du président d'exercice, très faible à l'époque, ou sur des symboles. Quelques symboles ont joué contre le traité. D'abord, la directive Bolkestein, qui a effrayé beaucoup de gens des classes populaires, qui craignaient un dumping social généralisé. D'ailleurs, cette directive Bolkestein a été enterrée. Ensuite, l'adhésion de la Turquie. Quelques mois avant, les pourparlers d'adhésion pour l'Union européenne de la Turquie ont été ouverts, après que l'Autriche ait retiré son veto. Donc ça, les Français et les autres Européens n'en voulaient pas. Et pire que tout, presque, dans ce traité pseudo-constitutionnel, la signature de la Turquie est présente. Très maladroit, là encore. Tout cela ne va pas dans le sens d'un vote favorable. Personnellement, étant pour une véritable constitution européenne, j'ai voté non à ce traité qui n'était pas constitutionnel. Bon. Donc le non a gagné. Mais ce non, ce n'est pas un non à l'Europe, ce n'est pas un non à l'idée européenne, ce n'est pas même un non à l'Union européenne, c'est pas la question, c'est un non à un traité. Alors, si d'ailleurs ce traité était réellement constitutionnel, lorsque les souverainistes nous expliquent que le traité de Lisbonne, c'est la même chose que le TCE, donc nous aurions une constitution européenne, alors, selon cette terminologie. Ce n'est pourtant pas le cas. Donc si on admet l'idée que le traité de Lisbonne, c'est juste la même chose que le TCE sans le mot constitutionnel, c'est pas complètement faux. C'est la preuve qu'il ne fallait pas organiser ce référendum parce qu'il n'était pas fondé, il n'était pas légitime. Alors, on me dira, mais est-ce que c'est normal de jamais demander l'avis aux citoyens? Absolument pas. La démocratie, c'est de demander l'avis aux citoyens. Seulement, il faut être en mesure de leur expliquer les enjeux, être en mesure de leur expliquer les choses. Faire voter les gens sur des textes techniques illisibles de 300 pages, c'est pas de la démocratie, ça.
Donc il fallait une vraie constitution européenne à proposer éventuellement. Bien. Le traité de Lisbonne, c'est simplement un traité de Nice et d'Amsterdam amélioré. C'est tout. Ça ne nécessitait pas de référendum. Et malgré tout, ils ont tenu compte du vote des Français et des Néerlandais. Comment Bah, tout simplement, tout l'aspect pseudo-constitutionnel a disparu. Comme je l'ai dit, le fait que le drapeau ou l'hymne soit constitutionnalisé dans les pays, c'était pas très grave, au contraire. Mais symboliquement, comme on a interprété le vote des Français comme un vote contre l'idée de constitution européenne, eh bien, tout l'aspect pseudo-constitutionnel a été retiré. Par ailleurs, une concession très forte a été réalisée, la création de ce fameux article 50, rendant possible de quitter l'Union européenne. Or, avant, il n'existait pas. Sans cet article 50, le Brexit aurait été très compliqué. C'est bien la preuve que le traité de Lisbonne a tenu compte du vote des Français, tout l'aspect pseudo-constitutionnel a été retiré, la question de la Turquie a été retirée, la directive Bolkestein a été enterrée, et un article 50, concession souverainiste, a été introduit. Voilà. Donc, quand on nous dit que le vote des Français n'a pas été respecté, c'est faux. Simplement, c'est faux. Les Français n'ont jamais voté contre l'Union européenne, ils n'ont pas voté pour un Frexit ou pour abandonner l'euro, c'était pas la question, donc ils n'ont pas répondu à une question qui n'existait pas, ils ont répondu à la question qui leur a été posée, et à la question qui leur a été posée, ils ont dit non. On peut débattre de la façon dont la construction européenne s'est faite. Dès le départ, d'ailleurs, elle n'a pas associé les citoyens. On peut le regretter, et on en paye le prix d'ailleurs aujourd'hui. En 1957, c'est un traité de Rome qui est signé. Est-ce que ce traité a été soumis à référendum? Pas à ma connaissance. D'ailleurs, dans beaucoup d'autres pays d'Europe, comme l'Allemagne, il n'y a jamais eu un seul référendum sur la question européenne. Il y a eu quelques pays qui ont organisé des référendums. Voilà, le Royaume-Uni, on a vu le résultat avec le Brexit, le Danemark, l'Irlande, qui a une pratique référendaire assez générale dans ces cas-là, la France, l'Espagne un petit peu, mais des pays comme l'Allemagne, l'Autriche et autres n'ont pas organisé de référendum. Le traité de Lisbonne a été effectivement mis en place sans référendum. D'ailleurs, les Pays-Bas n'ont pas fait de référendum non plus. L'Irlande, qui n'avait pas fait de référendum au départ, en a fait un, refus d'abord du traité, puis, après négociation et des avantages obtenus, les Irlandais ont revoté 6 mois après et ont validé le traité. Alors, est-ce que faire revoter les gens 6 mois après sur le même texte, ou presque, c'est normal d'un point de vue démocratique? Ça se discute aussi. Mais il est évident que la construction européenne ne s'est pas faite de manière démocratique. C'est vrai, ou en tout cas de manière indirectement démocratique par les parlements et par les pouvoirs élus. Mais pas de manière démocratique. Il y a eu une introduction de démocratie. Le Parlement européen est le seul élément de démocratie qui existe réellement dans la structuration de l'Union européenne. Il est élu par les citoyens depuis 1979. Auparavant, c'était un panel de parlementaires. Donc là-dessus, il y a une progression démocratique. Mais le problème, c'est que ce Parlement européen n'a pas les pouvoirs d'un Parlement. Il n'a pas l'initiative des lois, par exemple. Après, il peut bloquer les institutions. Et ça, c'est intéressant. Le traité de Lisbonne donne quelques avantages au Parlement européen. De certaine manière, stratégiquement, c'est une bonne chose. Le Parlement européen peut refuser la proposition des chefs d'État et de gouvernement du président de la Commission. Madame von der Leyen aurait pu être rejetée. Elle a été validée parce que les parlementaires ont voté suffisamment nombreux pour elle, dont les parlementaires du Fidesz, d'Orban, et ceux des Polonais du PiS. Mais, effectivement, elle aurait pu être rejetée. Des commissaires ont été rejetés. Madame Goulard, proposée par la France, a été retoquée par le Parlement européen. C'est Thierry Breton qui a finalement été proposé et a été accepté. Donc le Parlement européen a du pouvoir. Le problème, c'est qu'il n'est pas forcément composé des bonnes personnes, mais ça dépend des élections nationales. Il y a les groupes souverainistes ou nationalistes qui parfois s'unissent pour des intérêts techniques, c'est-à-dire que si vous êtes dans un groupe parlementaire européen, vous avez des avantages. Si vous êtes seul, vous n'en avez pas. Donc il y a un groupe ID qui a été créé, un groupe conservateur et réformiste également qui a été créé, et chacun se met dans le groupe. Donc le groupe ID, c'est autour du RN, de la Lega, de Salvini, de quelques autres, et puis il y a le groupe conservateur, où on retrouve Vox, on va retrouver le Fidesz, donc Fratelli d'Italia, etc. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ces groupes-là sont des groupes techniques, mais ils n'ont pas de stratégie pour le Parlement européen. Ils ne proposent pas de candidats, ou rarement, enfin voilà, ils sont là pour toucher de l'argent globalement, mais ce qui les intéresse, c'est les enjeux nationaux. Donc il faudrait une droite nationale européenne qui, elle, s'intéresse vraiment aux enjeux européens
et au Parlement européen pèse de tout son poids pour être présent, pour avoir des commissions permanentes, etc. Il faut une stratégie de conquête du Parlement européen, comme d'autres ont eu une stratégie de conquête du Parlement national. Voilà. La stratégie de Mélanie n'est pas mauvaise. Pourquoi ne pas l'appliquer à l'échelle de l'Europe? Et donc, on s'éloigne, mais le traité de Lisbonne n'est pas si mauvais. Donc, mon sentiment personnel, moi qui ai voté non en 2005, c'est que d'abord, jamais le traité de 2005 n'aurait dû être appelé constitutionnel. Ce gadget pour faire plaisir à Giscard était choquant. Il n'y avait donc pas nécessité d'un référendum. Le traité de Lisbonne, ou l'autre nom qui aurait été le sien, aurait été mis en place par les parlementaires comme les traités antérieurs, et vu que c'est un traité technique, qui ne changeait pas grand-chose, c'était pas grave. Pourquoi ce TCE d'ailleurs? Et pourquoi ce traité de Lisbonne? Simplement pour prendre en compte l'arrivée de nouveaux pays. Il fallait bien changer les règles juridiques pour accueillir les 10 nouveaux membres de 2004. S'il y a eu un nouveau traité, c'était pour cela, avant tout. Donc, quand Sarkozy dit on fera un traité technique, il a appelé ça un mini-traité. Le terme était maladroit, puisque le mini-traité avait la même taille que le traité d'origine. Et de dire on fera un traité technique, sans enjeu constitutionnel. Voilà. Et c'est ce qu'il a fait malgré tout. On peut le critiquer sur sa politique, sur le fait qu'il n'a pas tenu ses engagements sur la question de l'immigration et de l'insécurité. Il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à Nicolas Sarkozy. Énormément de choses. Et d'ailleurs, s'il a été battu, ensuite, c'est pas pour rien. Quand Hollande ait pu le battre, c'est dire à quel point il avait déçu les Français. Donc il ne s'agit pas de le défendre. Mais sur cette question du traité de Lisbonne, sur ce seul point, il avait raison. Et l'argumentaire des souverainistes là-dessus est mensonger. Comme je l'ai dit, les Français n'ont pas voté non à une question qui ne leur a pas été posée. Ils n'ont pas voté pour un Frexit, ils n'ont pas voté contre l'euro, ils n'ont pas voté contre l'Union européenne, ils n'ont pas voté contre la nécessité d'une Europe politique, ils n'ont pas voté même contre l'idée de constitution européenne. Ils ont voté contre un traité mauvais qu'on leur a vendu sous une forme qui n'était pas bonne, alors qu'il n'y avait simplement qu'à ne pas ouvrir les pourparlers avec la Turquie, ne pas mettre en place une directive Bolkestein, ne pas soumettre un référendum technique à des gens qui sont en colère à juste titre. Voilà. Les couches populaires comprennent mal le fonctionnement de l'Union européenne, à juste titre, car c'est compliqué. On ne fait pas voter les gens sur des choses qui les dépassent, c'est tout. On fait voter les gens sur des questions simples, et c'est normal. Par exemple, pour ou contre la peine de mort, ça a un sens dans un référendum. Mais pour ou contre un traité de 300 pages illisible, non, c'est débile. C'est un traité technique, un texte technique ne passe pas devant le peuple. Voilà ce que je voulais vous dire.